Et du coup, Antoine, je te passe la parole. Tu vas nous parler d'exemples de design de service en collectivité avec 3 exemples. Donc, la réhabilitation de la gare de Figeac en premier lieu. En deuxième lieu, donc l'expérimentation sur le lycée de demain. Et en troisième exemple, donc de nouveaux contrats d'agriculture durable. Ce que je vous propose, c'est que Antoine va à chaque fois présenter donc un exemple. Donc après nous avoir parlé de diamant, j'espère que tout le monde est interpellé donc par la notion de diamant. Mais après, il va nous présenter donc à chaque fois un exemple, environ 10 minutes. Puis on aura un petit temps d'échange pour lui poser des questions. Je vous invite, si vous le souhaitez, à partager vos questions aussi pendant le chat, donc sur lequel on reviendra après chaque exemple. Voilà, Antoine, je te passe la parole. Merci beaucoup Céline, j'espère que vous m'entendez bien. Alors je suis sur un téléphone, alors je ne vois que Céline pour le coup et je ne verrai que mon diaporama. Donc j'espère que vous me voyez bien voilà, à votre niveau. Donc les diamants sont éternels en effet, comme chacun sait, je vais vous en parler en quelques instants. Juste avant ça, vous dire d'où je parle. Donc je suis donc Antoine Foucault, directeur de mission coordination de l'innovation à la région Occitanie. En charge d'une équipe qui travaille sur la mobilisation des outils du design, alors appliqués aux politiques publiques et aux outils internes également d'organisation, de simplification, etc., etc. Donc c'est une équipe qui a été créée en 2016, donc au tout début du précédent mandat régional, et qui s'est progressivement constituée autour d'un cœur de métier qui est le lab. Et particulièrement le lab à l'appui, en effet, de cette méthode donc, du double diamant. Donc, je vais aller assez vite parce que le temps est effectivement limité, mais je pourrais revenir sur les questions, en tout cas celles que me relaiera Céline dans quelques instants. Si on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, normalement, vous avez à l'écran ce que les designers appellent le double diamant, donc quelque chose que vous avez certainement vu passer ou dont vous avez entendu parler. C'est vraiment une méthode en fait centrale qui permet, donc, dès lors qu'on est dans une approche dite de design, que ce soit du design appliqué à l'industrie, appliqué aux objets, appliqué aux espaces, appliqué au numérique ou au process, de décadrer en découvrant le problème à traiter auprès des utilisateurs, donc la compréhension d'un problème. Donc on le fait avec des équipes projets multidisciplinaires. Donc ça c'est la première partie, le premier quart, on va dire, du double diamant. Puis de recadrer au travers de brainstorming et de l'intelligence collective finalement la problématique aussi à l'épreuve finalement des contraintes juridiques, normatives, financières qui permettent de l'appréhender convenablement, de traduire tout ça dans le cadre d'exercices dits d'idéation sous forme de challenge spécifique. Alors nous, on appelle ça des comment pourrions-nous, hein, comment pourrions-nous, par rapport finalement à des éléments de process qu'on a identifiés, des problématiques qu'on a identifiées, avancer de telle ou telle manière et développer telle ou telle solution. Donc c'est la deuxième partie du double diamant. C'est ce qu'on appelle souvent d'ailleurs la phase de prototypage. On produit des formes, des visuels, des objets, des textes, de la matière à réaction, pardon. Puis de soumettre ces différents prototypes et ces différentes solutions sous la forme de tests à des expérimentations dont on va ensuite évaluer finalement le contenu et le retour usagé, ce qu'on appelle la délivrance ou l'implémentation. On ne parle pas trop d'implémentation dans les collectivités, mais dans l'industrie, c'est assez fréquemment évoqué, de façon à arriver à une solution spécifique qui ensuite donnera lieu à un travail de mise en développement et de mise en ingénierie. Donc, pour faire vraiment très très court, ce double diamant, c'est vraiment quelque chose qui permet de poser les problèmes, de les appréhender de manière collective, de manière croisée, de relier vraiment l'expertise, l'expérience aux usagers, et ensemble finalement de cheminer vers des solutions communes qu'on va ensuite tester au travers de prototypes, c'est-à-dire de formes tangibles, au-delà de notes, de rapports écrits, et au-delà des mots simplement, ce qu'on a habituellement tendance à faire effectivement, et nous-mêmes encore aujourd'hui, en Occitanie, dans les collectivités. Donc voilà, ça je voulais vous montrer ça, parce que c'est vraiment ce qui guide en fait l'ensemble des approches qu'on peut mener au titre du design dans cette collectivité. Alors du coup, alors je ne sais pas si Céline, il y avait des questions déjà à ce stade ou si j'enchaînais, tu me dis. Non, à part approche collective interdirectionnelle au sein de la région, par exemple. Est-ce que c'est à ça que tu fais écho,
Antoine. Oui, alors je vais pouvoir le redire effectivement dans les différents exemples, mais quand je parle d'approche collective, systématiquement dans une équipe projet, donc c'est effectivement multidirection. Alors, pas tout le monde évidemment, on va convoquer les gens qui sont concernés par le problème. C'est des usagers qu'on embarque très très tôt également, c'est des les élus concernés principalement, c'est les membres du cabinet concernés, et puis ça peut être aussi des collègues, alors à la fois des experts du sujet, mais aussi des collègues qui n'y connaissent rien et qui vont être en mesure d'apporter un regard un petit peu, alors, à mi-chemin entre le regard utilisateur, qui ne sont pas totalement, et en même temps le regard expert, qu'ils ne sont pas non plus, mais avec des réflexes qui sont des réflexes quand même d'agent régional, avec les questions qu'on doit se poser sur la faisabilité technique, juridique, financière. Donc voilà ce qu'on appelle, nous, travail interdirectionnel. Donc c'est effectivement porteur de beaucoup de transversalité. C'est ce qui en fait aussi l'intérêt managérial, évidemment. Je continue, Antoine? Je te suis. OK. Je ne vois pas les questions, donc je te suis. Vas-y. Oui, oui, oui. Après, donc, exemple 1, je te propose de passer donc à la réhabilitation de la gare de Figeac pour nous en dire un peu plus de façon concrète. Ouais, donc sur le mandat, enfin depuis 2017, début 2017, la constitution d'équipe, donc je refaisais le compte tout à l'heure, il y a à peu près une trentaine de projets qui ont été menés sur les politiques publiques, uniquement en mode design. Donc sur les 30, qui concernent à peu près tous les champs de politique publique, à quelques exceptions près, donc j'en ai choisi 3 que je trouvais assez emblématiques finalement, parce que assez représentatifs de sujets correspondant à des champs de politique publique qu'on va qualifier d'assez centraux quand même dans les stratégies, dans les politiques régionales. Concernant la gare de Figeac, donc c'est un chantier résultant donc d'une demande qui a été passée par la direction générale déléguée aux mobilités et le DGS dans un contexte très particulier de besoin d'appui à la reconfiguration d'une gare rurale, donc située à Figeac. Je ne sais pas si vous connaissez Figeac, c'est une ville, on va dire, d'équilibre. Ce n'est pas une grande ville, mais ce n'est pas non plus une toute petite ville, située dans le Lot, pas très très loin de Toulouse, suite donc à un dommage de type incendie voilà, qu'elle avait subi. Le but du jeu, en fait, étant de reconstruire cette gare dans laquelle la région avait pris donc des parts de propriété pour non pas la reconstruire à l'identique de ce qu'elle était avant, mais essayer d'en faire un point d'appui finalement et d'ancrage de la présence de la région dans les territoires, en faisant plus qu'une gare, c'est-à-dire un équipement multiservice sous des formes et selon des formats à identifier. De la manière dont je l'évoquais à l'instant, une équipe projet a été donc mise en place donc autour du lab, donc quelques collaborateurs du lab, la direction générale concernée, le cabinet, les maisons de région. Alors je ne sais pas si en région Bourgogne-Franche-Comté il y a l'équivalent, mais on a des antennes de la région en Occitanie qui sont là pour faire le lien et faire le relais finalement, un peu des ambassades quelque part de la région dans différents chefs-lieux, donc de la région chef-lieu de département, pour à la fois administrer des politiques publiques en proximité et en même temps être un peu proactif et un peu développeur finalement en allant à la rencontre des partenaires et des usagers, donc au service des politiques régionales, et puis des partenaires locaux. Donc là, en l'occurrence, j'en ai mis quelques-uns, les élus et les services de la ville de Figeac, la SNCF évidemment, quelques associations locales intéressées, de près ou de loin, par la reconfiguration de ce fameux équipement. Donc, je vous ai mis le déroulé, donc les dates n'ont pas tellement d'importance, simplement pour situer quand même que pour mener un projet en mode design, si vous devez vraiment retenir parmi les principaux messages cet après-midi, c'est qu'un projet en mode design de manière multidisciplinaire comme ça, si on veut vraiment le mener de manière propre, il faut à peu près 1 an. Alors ça peut être un peu moins d'1 an si c'est un sujet qui est un peu plus simple, ça peut être plus d'1 an. Vous verrez tout à l'heure sur l'essai de demain que c'est beaucoup plus d'1 an, mais avec des ramifications sous forme d'expérimentation. Mais un sujet un peu périmétré, c'est à peu près 1 an pour dérouler en fait le double diamant tel que je le présentais à l'instant, et un résultat opérationnel tendant à la reconstitution de la reconstruction de ce fameux bâtiment qui va réouvrir en juin 2023. Donc voilà, on a travaillé nous de septembre 2019 à novembre 2020, soit à peu près 2 ans et demi à 3 ans avant la livraison du nouvel équipement. Donc ça, c'est pour situer un petit peu l'esprit. Donc après, il y a quelques photos sur lesquelles on peut passer assez rapidement, qui montrent à quoi ressemblait cette gare donc au moment où on est intervenu dessus. Donc vous voyez qu'il ne restait que le bâti extérieur. Donc c'était une jolie gare classée au patrimoine, dont il n'était pas question évidemment de
d'imaginer la disparition, hein. L'idée, c'était vraiment de réhabiliter, donc de reconstruire à l'intérieur de la gare, en respectant donc le plus possible son identité, son patrimoine et son histoire. Photo suivante permettant de montrer que, si vous vous rappelez du double diamant sur la phase de décadrage initial, donc l'équipe multidisciplinaire a vraiment été en situation d'aller, non pas uniquement dans la gare, par définition il n'y avait plus personne dans cette gare qui avait brûlé, mais autour de la gare, mais en allant très loin, jusque dans les trains qui continuaient à desservir alors la gare de Figeac, parce qu'il y a des trains qui continuaient à arriver à Figeac, hein, sauf que la gare était en préfabriqué donc, dans cet intervalle. Donc, dans les trains, au départ de Toulouse, vers Figeac, au départ de Figeac vers Toulouse, autour de la gare, dans le centre-ville de Figeac, dans certains établissements publics de Figeac. On est allé notamment à l'Institut de formation en soins infirmiers pour interroger, voilà, dans une approche extrêmement large, extrêmement ouverte, d'éventuels et potentiels utilisateurs du train pour voir et pour mesurer quelles pouvaient être les attentes par rapport à cet équipement. Et puis ensuite, toujours l'intelligence collective, donc les photos qui sont plutôt à droite de l'écran, des temps donc d'idéation. Alors certains menés en direct avec les habitants, hein, là en l'occurrence à l'IUT de Figeac auprès des étudiants, puis donc dans les locaux donc, de l'hôtel de région, là pour le coup avec des équipes un peu plus restreintes, ramassées autour de l'équipe projet, donc entre experts et agents non experts impliqués. Donc là l'idée c'est vraiment de montrer que une approche design est vraiment une approche qui s'ancre dans le terrain. Ça, c'est quelque chose de très important. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans, simplement, il faut prendre beaucoup de temps, évidemment, pour préparer les immersions, préparer les outils d'interpellation, les outils d'enquête. Les enquêtes sont soit des enquêtes au débeauté, hein, dans le train, c'est clairement le cas, hein, on rencontre les gens un petit peu au hasard, sous forme d'outils à réaction, de cartes à réaction, soit c'est des entretiens qui sont programmés, donc auprès de panels d'experts, d'usagers qu'on a identifiés au préalable avec lesquels on prend rendez-vous et qu'on va les rencontrer le jour J sous forme de séquences qui peuvent durer une journée ou 2 journées, voilà, sur les temps d'immersion. Donc ça permet aux agents de se connaître entre eux, donc ça crée aussi de la transversalité, ça permet aux élus embarqués de connaître les agents un peu mieux et réciproquement, et ça permet aussi à tout le monde d'ancrer véritablement, finalement, la réflexion dans une approche de terrain, une approche utilisateur. OK. Antoine, du coup, alors il y a une question, mais avant, du coup, c'était quoi la commande au départ? C'était quoi le problème sur cette gare de Figeac? Donc, il y avait eu un incendie et mais j'imagine que voilà, il y a peut-être d'autres enjeux. C'était quoi la question de départ et pourquoi, du coup, avoir choisi de travailler en mode design de service spécifiquement sur cette opération? Ben, il y avait une opportunité liée au fait que la région avait pris à charge la propriété en fait, de la gare de Figeac, hein, selon des accords un petit peu renouvelés avec la SNCF et ses partenaires. Donc il y avait une opportunité pour faire de cette gare quelque chose qui répond davantage aux souhaits et aspirations de la région. C'était vraiment le premier point. Le deuxième point, c'était finalement d'imaginer dans cette ville qui est particulière dans le Lot, qui est une ville d'équilibre extrêmement dynamique, au croisement de beaucoup de flux y compris des flux touristiques d'ailleurs et des flux culturels, de voir comment sur ce territoire-là, on pouvait imaginer quelque chose d'un petit peu différent dans la manière de concevoir une phase d'ingénierie autour d'une problématique de mobilité. Donc c'était la deuxième opportunité. Puis la troisième opportunité, c'est que on était en 2019 et qu'en 2019, il y avait suffisamment de recul finalement dans le vécu et l'expérience du lab, qui, je le rappelle, avait été lancé fin 2016, début 2017, à l'appui d'un programme mené avec la 27e région qui s'appelait à l'époque le programme Transfo, qui avait plutôt été dédié à des aspects internes, purement internes, davantage que des aspects de politique publique, d'avoir suffisamment de recul pour se dire oui, on peut prendre le risque d'emmener finalement des équipes en mode design sur le terrain, sur un sujet comme celui-là, c'est le bon moment pour le faire et d'expérimenter finalement une façon un peu plus ouverte, un peu plus globale de concevoir les gares de la région. Voilà. Et également d'en tirer des enseignements aussi pour d'autres gares sur lesquelles la région potentiellement aurait moins de capacité à agir. Donc il y avait à la fois un côté démonstrateur et puis un côté opportunité. OK. Question de Fabienne. Alors, je vous redis, j'ai peut-être pas été claire tout à l'heure. Je vous invite à partager vos questions sur le chat pour que je puisse les relayer à Antoine Foucault. Donc, il y avait une question de Fabienne sur le fait que savoir si ça avait réinterrogé, ça a été l'occasion de réinterroger la politique de mobilité
en fait, au-delà de la gare, mais de façon plus globale. Oui, tout à fait, puisque, alors je sais pas, enfin, la politique de mobilité, ça a surtout été l'occasion de la déciloter et de la renvoyer finalement à une approche un petit. C'est-à-dire que concrètement, cette gare, on a imaginé à l'occasion de cette réflexion d'en faire aussi un espace de type tiers-lieu, un espace de type, comment dire, vecteur de promotion culturelle. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait énormément de passages liés notamment au circuit des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est aussi une autre approche de la mobilité, mais cette fois-ci à vocation plus culturelle et patrimoniale, qui faisait que des pèlerins arrivaient à la gare de Figeac, mais n'avaient pas forcément de connaissances extrêmement fines et importantes des opportunités qui pouvaient résider sur le territoire de Figeac en matière d'offres touristiques. Et que, tout bêtement, s'ils avaient besoin de poser un sac à dos, il n'y avait rien, en tout cas dans la gare telle qu'elle existait jusqu'à présent, pour le faire, et donc pas de service de bagagerie, par exemple, adapté à ça. Donc, si la question c'est de savoir si effectivement ça a permis de réenvisager les politiques de mobilité de manière plus globale en croisant des enjeux de mobilité avec des enjeux touristiques, patrimoniaux, culturels, économiques, environnementaux, très clairement, y compris sur les aspects de multimodalité, ça a été quelque chose qui a, je ne vais pas dire que les collègues des mobilités ont complètement découvert les choses, mais ça leur a permis d'éprouver au travers d'une approche usagée, soit de confirmer finalement des intuitions qu'ils avaient, soit d'éprouver éventuellement des expériences nouvelles dont ils n'avaient pas parfaitement connaissance jusqu'à présent de leur bureau de Toulouse ou de Montpellier. Alors, c'est Donc en ce merveilleux, sens-là, Antoine, ça a permis vraiment d'appréhender les choses de manière plus globale. OK, sans le savoir, tu as répondu à une question, sur, le lien avec le tourisme et le patrimoine, donc merci. Du coup, question sur le statut accordé aux enquêtes réalisées. Quel usage des réponses? Comment sont constitués les panels? Et puis, plus globalement, comment, sont approchés les usagers? Tu as parlé, d'une soixantaine d'interviews, c'est ça? J'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, c'est quel panel? Quel usage des réponses? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux, nous éclairer? Alors, les panels, il n'y a pas de panel au sens sondagier du terme, hein. D'ailleurs, nous, on ne parle pas de panel en mode design, hein. On parle plutôt de cartographie d'acteurs. C'est-à-dire que sur un sujet comme celui-là, on commence par se réunir avec donc, les experts concernés, avec les élus locaux, avec les principaux partenaires recommandés par les élus locaux pour se dire, finalement, sur un sujet comme celui-là, c'est qui les acteurs vraiment incontournables à mettre dans le scope des gens qu'on va devoir rencontrer. Donc, ce n'est pas une approche scientifique, c'est plus une approche, on va dire, pragmatique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par définition, la manière dont on va interpeller les publics étant une manière pour partie quand même aléatoire, puisqu'on va à la rencontre d'usagers. Quand on est dans le train, on ne sait pas qui on va rencontrer dans le train, donc on va juste essayer de choisir des horaires de train sur lesquels on peut se dire, sur cet horaire-là, on va rencontrer une diversité de public suffisante, nous permettant d'être sûr qu'on aura la personne qui prend le train occasionnellement, la personne qui la prend tous les jours, le retraité, l'actif, la grand-mère qui va garder ses petits-enfants, l'étudiant qui vient finalement en vélo à l'université, etc., etc. Donc, on est plutôt sur une logique dite de persona. Ce qu'on appelle les personas en design, c'est essayer, dans la mesure où on ne peut pas rencontrer des centaines et des centaines de personnes, d'être aux endroits où on sera vraiment garanti d'avoir les 10, les 20, les 30 personnes à l'intérieur desquelles, parce qu'on est dans les bons tempos, on est dans les bons timings, on est dans les bons flux, on est aux bons espaces de passage, on aura nécessairement une approche assez représentative, finalement, d'un panel, là pour le coup, d'utilisateurs, aussi bien qu'on ne l'aurait eu si on était passé, par exemple, par un institut de sondage. Donc, c'est vraiment une approche qualitative et qui se veut imparfaite. Tous les designers travaillent comme ça. Ils font avec les gens qu'ils rencontrent en ayant des outils et des méthodes et une façon de procéder qui leur garantissent quand même cette représentativité à minima. Après, sur le statut, c'est la question qui a été posée, je crois, le statut Oui, des oui, le enquêtes. statut des enquêtes Donc le réalisées, tout à statut, fait. ce n'est pas un statut juridique du tout, hein. Le but du jeu, c'est d'avoir un matériau qui soit un matériau de type verbatim. Donc ça, c'est très important, hein. On va prendre en note, hein, donc, les choses telles qu'elles sont dites le plus fidèlement possible, hein. On ne va pas introduire de biais, on ne va pas mettre nos mots ou notre jargon technique ou administratif à nous. On va recueillir la matière telle qu'elle est réellement exprimée. On va en faire des verbatims et des recueils de verbatims.
Et on va ensuite exploiter cette matière, donc à froid, hein, pas à chaud, à froid, avec donc le groupe projet multidisciplinaire pour en tirer finalement des éléments d'inspiration, soit parce qu'il y a des choses qui nous surprennent, qui nous interpellent dans ce qui est dit, ou des choses qui se répètent entre des acteurs qui, a priori, ne se connaissent pas et n'auraient pas eu vocation finalement à les répéter. Et on va en dégager des inspirations. Et ces inspirations, on va essayer de les transformer en axes de progrès, ce que j'appelais tout à l'heure les comment pourrions-nous. Donc on en fait finalement une matière d'inspiration, une matière à réaction pour aller plus loin. C'est vraiment des supports de travail. Ce n'est pas des choses dont on va nécessairement faire une parole pour argent comptant. On va essayer vraiment, c'est pour ça que l'intelligence collective est importante. Ce n'est pas une personne seule qui va exploiter tout ça, c'est vraiment un collectif multidisciplinaire. On va en faire un matériau à partir duquel on va pouvoir rebondir, mais il est très important que ce matériau soit recueilli de manière extrêmement authentique. C'est pour ça que les équipes d'intervieweurs sont toujours multiples. Dans une équipe d'intervieweurs, on a toujours quelqu'un qui pose des questions, qui les reformule si elles ne sont pas comprises, qui explique le cadre de la démarche. Donc voilà, on n'arrive pas comme ça devant le nez des gens en les prenant complètement par surprise et sans qu'elles comprennent vraiment pourquoi on est là. On va vraiment prendre le temps de leur expliquer les raisons de notre présence. Il y aura quelqu'un qui pose des questions, il y a quelqu'un, ce qu'on appelle le scribe, qui va lui prendre en note finalement les réponses obtenues de la manière la plus authentique, la plus fidèle possible. Puis après, évidemment, on échange les rôles et on les intervertit. Et on peut aussi avoir des photographes qui viennent avec nous pour finalement, dans une approche un peu plus sociologique, prendre un petit peu la mesure des atmosphères, des ambiances, du cadre dans lequel finalement ces différentes interviews ont lieu. C'est pour ça que ces approches-là sont très, très documentées. Il y a toujours beaucoup de récits finalement pour bien comprendre le contexte dans lequel tout cela intervient. Antoine, dernière question sur ce et après on va passer à l'exemple suivant, mais si tu peux répondre de façon courte pour qu'on ait le temps de voir les 2 autres exemples. Mais si vous n'aviez pas utilisé cette méthode pour ce projet, comment ça se serait passé, Antoine? Bah, ça se serait passé de manière beaucoup plus experte et beaucoup plus technique, donc essentiellement, je pense, en chambre, hein, entre partenaires, entre experts, sur la base donc d'une expérience accumulée et sans doute, heu, moins en correspondance avec les besoins réellement éprouvés par les habitants du territoire et les partenaires de ce territoire. Donc l'approche d'un point de vue sociologique aurait certainement été beaucoup moins fine. Voilà, si je dois répondre de manière très courte. Merci Antoine, je suis désolée, hein, je me porte gardienne du temps, pardon parce que voilà, merci pour les explications. Alors juste, il y a encore, au niveau du diaporama, il y avait donc, les prototypes de maquettes réalisées. Est-ce que tu veux dire Oui. un mot dessus? Oui, bon voilà, Oui? c'est vraiment un mot simplement pour illustrer le fait que les prototypes issus d'une approche en mode design peuvent aussi être des prototypes passant par des esquisses, par des croquis, par des schémas, par des dessins. Voilà. Il y a plein de prototypes possibles, imaginables, donc y compris avec des moyens relativement frustres. Donc ça peut être à main levée, hein, ou ça peut être via des outils numériques ou des applications spécifiques utilisées par les designers. Donc là, je pense que ça doit être un outil qui s'appelle SolidWorks ou Rhinoceros et qui permet en 3 dimensions finalement de restituer des atmosphères, des ambiances. Donc là, ce qui est intéressant dans le cas d'espèce, c'est que ces outils-là et ces visuels-là ont été ensuite servis au dossier donc, du programmiste, puis à celui de l'architecte retenu pour qu'il inspire finalement ses propres travaux, du travail qui avait été fait en amont voilà, au travers de ces prototypes qui étaient aussi des outils à réaction pour les habitants du territoire. Et la reconstruction en cours donc, livraison en juin 2023, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu veux dire un mot peut-être, je sais pas, sur un service, Bah, issu? clairement, par exemple, on a imaginé donc que les services de la maison de région, donc l'une des ambassades dont je parlais tout à l'heure, puissent aller finalement, prendre pied directement dans cet équipement. Ce qui permet finalement aussi à la région de montrer qu'elle est non seulement un agent de service public ou un vecteur de service public en charge des transports et des mobilités, mais aussi plus globalement une offre de services publics, globale, d'intérêt régional, sur ce territoire de Figeac. Donc, l'idée, c'est aussi de déciloter finalement et d'ouvrir les réponses et les besoins, enfin les réponses aux besoins, parce que les besoins exprimés par les usagers sont des besoins globaux. Ils ne silotent pas les besoins, ils ont des besoins globaux, et donc trouver finalement une réponse globale à des besoins globaux, c'est très intéressant. OK, merci. Je te propose qu'on passe à l'exemple 2, à savoir expérimenter le lycée de demain.
Oui, donc lycée de demain, là aussi, on est sur une approche qui correspondait, alors là, pour le coup, dès le début du précédent mandat régional, à une volonté de la présidente et du directeur général, finalement, de challenger un petit peu l'éducation nationale, particulièrement dans les lycées, évidemment, parce que les régions ont la compétence sur les lycées, généraux, technologiques, professionnels et agricoles, sur la manière de mieux, finalement, ouvrir ces lycées à leur territoire, hein, au sens pédagogique évidemment du terme, mais aussi au sens citoyen, au sens économique, au sens culturel, donc d'en faire vraiment des établissements ouverts sur le monde, hein, ouverts sur leur territoire, et de le faire en associant davantage les élèves, évidemment, et l'ensemble des communautés pédagogiques, tant en ce qui concerne la, la- la structure des lycées, les travaux dans le lycée, le bâti, mais aussi des aspects, on va dire, périéducatifs, puisque les régions ont aussi un rôle dans le domaine périéducatif, même si l'État, évidemment, a la compétence pleine et entière sur le terrain académique. Donc l'idée, c'était vraiment de nouer des démarches partenariales complètement différentes de ce qui avait pu être imaginé, de ce qui avait pu être développé, en tout cas sur ce territoire régional, par le passé. Bon, la région Occitanie n'a pas été la première à se lancer dans des approches de type lycée de demain. La région Pays de la Loire l'avait fait auparavant. D'autres régions, je sais que la région Île-de-France avait également eu une approche assez ambitieuse sur le sujet. Le déroulé global, il a consisté, ainsi que c'est affiché à l'écran, donc à travailler en deux temps, hein, 2018-2019 plutôt dégager exactement de la même manière que ce que je viens de décrire sur la gare de Figeac, donc quelques grands axes finalement de progrès, hein, autour des espaces, autour de la démocratie dans les lycées, autour d'un certain nombre d'innovations pédagogiques, notamment dans le domaine du numérique, parce que c'était au croisement aussi finalement des compétences régionales, la région étant vecteur finalement au travers des équipements qu'elle livre aux lycéens et aux lycées, hein, les ordinateurs, les équipements numériques, les salles de visio, etc. etc. Donc, de voir comment, au croisement de tout ça, on pouvait finalement faire réfléchir et faire travailler l'intelligence collective de manière plus importante au niveau des établissements. Donc, il y a eu beaucoup d'immersions qui ont été conduites, donc vous avez des chiffres qui apparaissent, des centaines de personnes rencontrées, mais à l'issue de ça, à la différence de ce qui s'est passé sur FIJAC, et c'est pour ça que c'est vraiment là, pour le coup, un chantier de beaucoup plus longue haleine, on a développé des logiques de type expérimentation. C'est-à-dire que derrière les différents axes qui ont été mis en avant, on a proposé donc à l'ensemble des lycées de la région de dire, bon, sur ces différents axes, autour des espaces, autour de l'innovation pédagogique, du numérique, de la démocratie, de la citoyenneté, etc., est-ce que vous êtes prêts à expérimenter avec nous et concrètement avec les communautés pédagogiques, avec les lycéens, des démarches, on va dire, in vivo. Et est-ce que vous êtes prêts aussi avec nous à les évaluer de façon à ce qu'on puisse vraiment en tirer les pleins enseignements et qu'on puisse peut-être demain réinventer ou répliquer finalement dans le cadre de politiques publiques un petit peu différentes ou un peu enrichies des nouveaux outils d'intervention. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on est entré, donc à partir de 2019. Donc 61 lycées, 61 candidatures donc, ont été reçues. Les expérimentations ont été menées. Alors après, il y a eu la période du Covid qui a fait prendre un petit peu de retard, évidemment, pour des raisons que vous comprenez bien. Mais là, on est entré pleinement dans la phase d'évaluation des expérimentations qui va avoir cours sur toute l'année 2022, de façon à ce qu'à partir de l'année prochaine, on soit vraiment, là pour le coup, en mesure de dresser les pleins enseignements et de voir comment ça va pouvoir irriguer les politiques éducatives régionales. On sait déjà, par exemple, que le référentiel immobilier des lycées va pouvoir être complètement revisité à l'aune de ces expérimentations. Donc, le référentiel immobilier des lycées, pour le dire en très peu de mots, c'est en gros le cahier des charges général à l'appui duquel les chargés de projet, donc des directions ou des services en charge de l'entretien de la maintenance des lycées, vont faire travailler des prestataires pour dire une salle de cours, c'est telle spécificité, les sols, c'est telle spécificité, c'est tel matériau, etc., etc. Donc, à l'épreuve finalement de ces expérimentations et des retours usagers et de la connaissance beaucoup plus fine qu'on a de la vie à l'intérieur des lycées, on va pouvoir être en mesure d'avoir des référentiels beaucoup plus adaptés aux besoins et aux usages. Donc ça, c'est un petit peu l'esprit. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne encore aujourd'hui au quotidien les collègues des directions à la fois de l'éducation et de la jeunesse et du patrimoine bâti des lycées. Donc après, on a mis là aussi quelques visuels hein, qui traduisent, je ne sais pas si tu peux passer la Ouais, ouais, diapo, voilà, qui traduisent l'intelligence collective, donc avec des outils particuliers, hein,
alors, sur les différentes phases du double diamant, hein, sur le décadrage, sur le cadrage, sur la définition des axes de progrès, sur la définition des cahiers des charges, des expérimentations, etc., etc. Et puis après, je vous ai mis un exemple de lieu en mode avant-après. Donc avant sur les salles de classe, bon, un peu tristoun, on va dire classique et pas très propice finalement à l'écoute réciproque, hein, à des choses donnant un peu plus envie finalement. C'est la diapo d'après, peut-être que ça prend un petit peu de temps. Finalement d'entrer de plein pied sur des approches un peu plus horizontales, on va dire, dans la façon d'appréhender les sujets. Je crois D'accord. qu'il y a des questions qui sont arrivées. Ouais, 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 il y a des questions, hein, déjà, comment les élèves, ont-ils été, associés? 1re question, puis peut-être plus globalement, en termes de transversalité, tu évoquais plusieurs directions au sein du conseil régional et puis également, transversalité, notamment j'imagine avec les services de l'État. Enfin, comment vous avez travaillé avec les différentes parties prenantes, Antoine? Ouais. Bah, on va commencer par la dernière sous-question. Donc, les services de l'État, ça d'abord et avant tout été un travail en haut lieu, hein, de défrichage, d'explication de ce qu'on voulait faire. Donc, un gros travail avec les différents rectorats, parce qu'on a 2 rectorats, donc région Occitanie. Travail avec les représentants, et notamment les représentants innovation, parce qu'il y a des chargés de mission innovation au rectorat chez nous, qui nous aident aussi à faire passer le message en interne chez eux. D'identification aussi de chefs d'établissement supposés peut-être un peu plus moteurs ou intéressés que d'autres, en tout cas de prime abord, pour finalement commencer à développer des expérimentations, enfin des réflexions, et puis à l'appui finalement des retours d'expérience, convaincre d'autres chefs d'établissement peut-être moins convaincus, donc en première intention. Donc voilà, l'idée ça a vraiment été de poser un cadre de partenariat extrêmement solide au plan stratégique et politique avec l'éducation nationale évidemment. Donc les chefs d'établissement, ils ont plutôt été choisis plutôt, on va dire, par cooptation dans un premier temps, hein, on ne va pas s'en cacher, hein, pour les besoins de la cause entre la région et l'État, hein, l'éducation nationale. La deuxième question, c'était comment les Les élèves, étudiants, comment les élèves ont été impliqués. oui. Bah, là, après, ce n'est pas très compliqué en réalité, hein. Ils l'ont été par le biais des chefs d'établissement. Donc là aussi, on est sur des approches qui sont extrêmement préparées, hein. On n'arrive pas comme ça du lundi pour le mardi dans un lycée en mode coucou, c'est moi, je vais arriver pour faire de l'innovation. Donc non, c'est vraiment des choses qui sont prévues bien longtemps à l'avance. Les chefs d'établissement regardent au niveau de leur communauté enseignante, quels sont les enseignants qui sont peut-être un peu plus réceptifs a priori que d'autres finalement à ce type d'approche. On a essayé aussi parfois d'intégrer ça dans les projets pédagogiques des lycées. Donc, on a pu s'appuyer dans certains cas sur les profs de SVT, s'il s'agissait par exemple de renouveler des espaces extérieurs, ou de créer par exemple des jardins partagés, ou des jardins lycéens, ou de réfléchir sur la mise en place de composteurs. On a pu s'appuyer sur les profs plutôt dédiés à l'éducation, on va dire citoyenne, alors au travers de l'histoire-géographie par exemple, ou les profs de SES pour travailler sur les aspects de citoyenneté, ou pour travailler sur les aspects d'ouverture du lycée à l'extérieur, etc., etc. Donc il y a forcément les accroches possibles, hein, donc ça n'a pas été très très compliqué. Après, bah, là aussi, il y a des élèves qui sont plus prêtés au jeu que d'autres. Puis après, il y a aussi bah, les communautés lycéennes, hein. Il y a les conseils de vie lycéennes, par exemple, hein, qui existent, sur lesquels on a pu s'appuyer. On avait lancé auparavant aussi des démarches de budget participatif lycéen sur lesquelles on a aussi pu finalement capitaliser. Donc il y avait un terreau et un écosystème qui était quand même relativement favorable. Et puis après, bah, ça a effectivement le travail aussi avec les communautés pédagogiques, les parents d'élèves, qu'on a pu toucher également dans un deuxième temps. Donc c'est un jeu de capillarité en fait, hein. Mais une fois que ça s'installe, c'est des choses qui fonctionnent vraiment très très bien. Puis il y avait une troisième sous-question, mais je ne sais Alors, plus. ouais, bah, c'était les directions transversales, mais Ah je oui, vais c'était bah, plutôt c'est les directions concernées en fait. On retenait simplement qu'il y avait la direction et les services qui sont plutôt sur le volet pédagogique, hein, et les communautés d'ARL, les agents régionaux des lycées, hein, sur lesquels on a pu aussi s'appuyer comme étant des agents de la région, vraiment ayant déjà une prise complète dans les établissements. Et puis l'autre grosse direction, c'est celle qui s'occupe en gros de l'investissement, de l'entretien, de la maintenance des lycées. Donc c'est les deux d'accord. principales. Puis Et après, direction justement, de la jeunesse aussi. comment est financée la démarche? Question aussi sur, donc le financement de la démarche, le temps de travail des personnes, des agents, que ce soit du conseil régional et puis aussi des enseignants. Pas toujours, facile à mobiliser dans le cadre éducation nationale. Donc
Voilà, comment est financée la démarche et sur quel temps de travail? Bon, alors le financement, je n'ai pas les chiffres en tête, là, je ne vais pas vous dire de bêtises, je pourrais, aller rechercher une information plus précise. C'est la démarche, elle est financée dans le cadre des enveloppes, de toute façon, déjà existantes au niveau, donc des services de la région, pour accompagner l'établissement. Donc on n'a pas été à dégager des budgets supplémentaires pour, on a plutôt été à dégager à l'intérieur des budgets existants, des façons de faire différentes pour orienter et mieux flécher des financements qui de toute façon seraient intervenus, mais c'est un peu analogue à la réponse que j'apportais tout à l'heure, si on n'avait pas pris le soin finalement de le faire de cette manière-là. Sauf qu'on n'aurait peut-être pas eu autant de garanties en termes d'appropriation par les usagers, en termes de correspondance des réponses aux besoins, etc. Donc c'est moins finalement une question de budget qu'une question d'orientation des manières de faire. Par contre, effectivement, il y a quand même, si on raisonne en termes de comptabilité analytique, du temps passé, homme, de gens qui, effectivement, dans mon équipe en particulier, mais aussi dans les équipes d'experts concernés, ont pris leur bâton de pèlerin pour aller faire du travail de terrain qu'ils n'auraient pas fait s'ils avaient continué à travailler comme avant. Donc là, effectivement, une démarche comme celle-là, c'est je ne vais pas sortir des chiffres comme ça qui n'auraient ni queue ni tête, mais vous comprenez bien que sur une démarche comme celle-là, au niveau du lab, bon, sur une équipe de 12 personnes, un lab qui fait 6 personnes à l'intérieur de cette équipe de 12, c'est entre un demi-ETP et un ETP qui bossent en continu sur le lycée de demain. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes à l'échelle d'une grande région de 72 000 km² où il y a des établissements vraiment qui sont très éloignés les uns des autres. Donc c'est quand même beaucoup de temps. Et après, au niveau de la direction, l'une des deux directions, parce qu'il y en a une qui est peut-être un peu plus en retrait que l'autre, mais la principale direction concernée en charge de l'investissement et de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, pardon, là, on avait un agent, je dis on avait parce qu'elle est partie récemment, bon, le remplacement va intervenir, mais qui avait carrément injecté dans son cœur de métier, en fait, le lycée de demain. Donc là, je ne pourrais pas le quantifier, mais je pense que ça pourrait tourner autour d'un tiers de TP facilement. Donc on peut très rapidement arriver sur des choses assez, voilà, Il y aurait suffisamment des, importantes pour être quantifiées à oui, l'intérieur d'un plan de charge. ouais. Il y aura des questions plus précises et peut-être on reviendra vers toi, notamment par rapport à mobiliser, notamment les enseignants dans le cadre qui est le leur. Mais juste, je propose de passer à la dernière expérience qui fait habilement le lien avec la question de Catherine Buatier sur l'expérimentation de méthodes sur des projets différents de l'aménagement d'équipements. Donc, je propose qu'on passe au dernier exemple. Antoine, Ouais. si ça te convient, et Fabienne, je reprendrai ta question sur qu'est-ce qui se passe si les commanditaires ne sont pas d'accord avec les propositions pour l'ensemble des exemples, si tu le veux bien. Donc, Antoine, Ouais. exemple 3, de nouveau Donc exemple 3, contrat c'est donc d'agriculture durable. ce qu'on a appelé les contrats d'agriculture durable. Donc là, c'est un peu plus tard dans le mandat régional, le précédent mandat régional. Ça s'inscrivait en fait dans le cadre d'une grande cause politique qui était l'alimentation. Alors qu'on a beaucoup retrouvé en Occitanie, alors dans d'autres territoires, mais l'Occitanie était très, très, on va dire, engagée sur ces questions pour des raisons de développement soutenable, durable, relation à donc l'économie de montagne notamment, le pastoralisme, une agriculture extrêmement diversifiée, très présente dans ce territoire. Et donc, l'intuition a été de dire, plutôt que d'entraîner tout le monde sur le tout bio, qui n'est pas forcément quelque chose de très accessible, essayons de mieux mesurer la manière dont on pourrait aller vers, finalement, une agriculture un peu plus adaptée, un peu plus à portée aussi d'un plus grand nombre d'exploitations que une approche entièrement et exclusivement dédiée au bio, sur lequel il y a aussi une ambition très forte en région Occitanie. Donc là, l'idée, ça a été aussi à partir du même type d'approche multidirectionnelle et multitransversale et multipartenariale, donc y compris auprès des chambres de commerce, des exploitants, des syndicats agricoles, des associations de consommateurs, etc., d'aboutir en une année, c'est la diapo suivante, donc à partir de début 2019 jusqu'au Covid, hein, on va dire, hein, un petit peu avant le Covid, donc début 2020, à des solutions, alors non pas alors pour le coup sous forme d'équipement, hein, je rejoins l'intervenante, mais plutôt sous forme de contrats, sous forme de process, sous forme d'outils administratifs et d'outils d'intervention. Donc là, on a prototypé très concrètement un contrat
reposant sur une logique de conseil, une logique d'appui à la conversion des exploitations et une logique également d'accès à des garanties permettant de lever plus facilement des financements bancaires pour accélérer des projets d'investissement, voilà, ou de commercialisation, par exemple, pour accélérer la reconversion de ces exploitations. Donc là, c'est vraiment une idée qui pouvait peut-être s'inspirer, par exemple, de ce qui avait pu être fait dans d'autres collectivités, d'autres régions notamment, sur l'accélération de la reconversion de certaines filières industrielles, par exemple, ou à l'occasion de certaines crises, certaines collectivités avaient mis en place des outils d'appui conseil pour vraiment faire le check-up d'entreprises qui étaient en prise avec des difficultés particulières et aider au travers d'une approche un peu globale sur le conseil à la commercialisation, le conseil à l'organisation, le conseil à la formation, ressources humaines, etc. Un appui à plus de compétitivité et donc plus de capacité de rebond. Là, on était vraiment typiquement dans cet esprit-là. Donc, l'idée là, c'est qu'effectivement, une approche de ce type-là peut fonctionner aussi sur des outils purement administratifs et peut fonctionner aussi au-delà de ces outils purement administratifs sur des outils de type process, sur de la simplification, sur de la fluidification, de manière de faire. Donc là, à l'écran, vous avez aussi quelques exemples. Alors, c'est petit pour moi, mais si c'est... Je vais essayer de reprendre quelques tirages papier. Donc là, on est vraiment allé chez l'exploitant, chez les exploitants agricoles. Donc, on est allé au cœur des exploitations. Donc là, on est pour le coup plutôt sur des rendez-vous programmés. Évidemment, on ne débarque pas dans les exploitations comme ça, à l'appui d'outils d'interpellation et de questionnement qui avaient été largement travaillés également en amont. Et on a pu développer des prototypes. Alors, je pense que ça va être la diapo suivante, Céline. Ouais. Ça Voilà. suit, qui étaient des prototypes. Alors là, pour le coup, ce n'était pas des visuels, ce n'était pas des schémas, ce n'était pas des esquisses, ce n'était pas des maquettes, mais c'était, là, en l'occurrence, des prototypes qui permettaient, par exemple, de faire réagir les représentants de l'interprofession et les représentants agricoles sur, là, à l'écran, par exemple, ce que pourrait être finalement la projection dans un espace de type tiers-lieu, installé, par exemple, dans un lycée agricole, pour promouvoir des débouchés issus d'exploitations reconvertis à l'appui de ces contrats d'agriculture durable. Donc là, l'idée, c'est de montrer que même si on est sur, a priori, un outil purement administratif, on peut aussi passer par des logiques assez graphiques, finalement, et assez visuelles, qui viennent servir un propos, un objectif à partir duquel ensuite on pourra rédiger des textes, des règlements d'intervention, etc., etc. Mais c'est de remettre vivement du tangible et du vivant dans les propositions qu'on se propose finalement de soumettre à nos élus et à l'exécutif. Alors, justement, moi, j'ai 3 questions et je vous invite à nouveau à partager vos questions sur le chat, pardon, pour que je puisse les relayer à Antoine. Mais tu as mentionné tout à l'heure un démarrage bienveillant. C'est quoi un démarrage bienveillant, Antoine? Alors, ça, c'est quelque chose, c'est votre serviteur qui l'a inventé modestement avec la 27e région, il y a déjà une bonne dizaine d'années, sur la base d'un constat qui était tout simplement de se dire que bien souvent, il y a beaucoup finalement d'outils, de projets, de décisions qui sont pris euh, sans nécessairement en mesurer suffisamment en amont tous les tenants et aboutissants, sans mettre autour de la table suffisamment vite tous les gens qui comptent parce qu'on sait que c'est sur eux qu'on comptera demain et après-demain pour mettre en œuvre les solutions. Et souvent aussi, hiérarchie, il y a le poids finalement de la verticalité qui l'emporte et qui interdit à toutes les bonnes questions qui mériteraient d'être posées au moment où il est encore temps de les poser, d'être posées. Donc, ça permet de questionner la commande, c'est ça, Antoine? C'est exactement questionner la commande. Et pourquoi bienveillant? Bienveillant, c'est qu'on pose, allez dire, les flingues un peu à l'entrée de la réunion, on oublie qui est l'élu, qui est le DG, qui est l'opérateur, et on est là pour discuter tous ensemble finalement, et en toute bienveillance, d'où son nom, finalement, de la question qui est posée, de l'intuition qui est posée, et ne pas hésiter à dire que c'est quelque chose qui paraît complètement inadapté avant de se lancer. Or, bien souvent, on a tendance à réécrire l'histoire après que les choses soient lancées. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on essaie, nous, d'utiliser beaucoup. Ce n'est pas si simple,
parce que souvent on est pris dans l'urgence et on est pris parfois dans des desiderata émanant d'élus, émanant de DG, sur lesquels ils n'entendent pas revenir si facilement que ça. Mais on essaie vraiment de proposer cet outil le plus possible pour vraiment questionner le plus possible le cas de la commande quand il en est temps. Très bien. Et du coup, alors je vais joindre 2 questions. C'est dans quelle mesure cette méthode permet-elle de faire évoluer les pratiques de certains acteurs de terrain ou les élus? Et autre question qui avait été posée auparavant, c'est, et quid de propositions d'usagers qui seraient contraires à des désirs de commanditaires et comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, comment ça se passe quand les usagers ont des propositions qui sont contraires? Nous, enfin, on n'est pas dans une approche design à dire tout ce que les usagers vont dire, on le prend pour argent comptant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les usagers s'expriment. Ils s'expriment de manière plurielle, hein. Ce n'est pas une juxtaposition finalement de points de vue isolés les uns des autres. C'est des points de vue qui sont récupérés, qui sont qui entrent dans une boîte finalement à réaction, hein, une boîte, un matériau à l'intérieur duquel ensuite on va essayer, nous, en croisant des regards, des verbatims, des points de vue, des éléments de contexte, de dégager les intuitions, mais c'est nous qui allons dégager ces intuitions. Et quand je dis nous, c'est le groupe multidisciplinaire. Et c'est bien lui qui finalement va faire des propositions de prototypes, lesquels prototypes vont être soumis aux usagers qui ont été déjà interrogés en phase initiale, lesquels usagers vont réagir en disant ça je m'y retrouve, ça je m'y retrouve pas du tout. Et ensuite, on va réajuster les prototypes. Dans l'industrie, on peut faire 10, 15, 20, 30, 50 prototypes sur un cycle industriel avant d'arriver au prototype final. Et ensuite, une fois qu'on pense être le plus proche possible finalement des besoins des utilisateurs, tout en respectant les modèles économiques, juridiques, normatifs, financiers qui vont bien, alors à ce moment-là, on passera en phase de développement. Et ensuite, les développeurs, les ingénieurs auront encore la capacité de prendre le recul et l'attitude nécessaire pour dire, bon voilà, vous, au titre des phases de design, vous avez pensé que ceci ou cela, mais nous, on pense que ça ne va pas être possible parce que ceci ou cela et que vous ne l'avez pas suffisamment appréhendé. Et du coup, on ne va pas tout à fait faire comme ça. C'est ce qui explique aussi que les concept cars du salon de l'automobile, on ne les retrouve pas nécessairement en circulation sur les routes dans les 3, 4 ou 5 ans qui suivent. Donc il y a de toute façon toujours un soin qui est pris, y compris dans la manière dont on va vers l'utilisateur, pour expliquer que tout ce qui sera dit ne sera pas nécessairement mis en œuvre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas quand même aller à la rencontre de ces utilisateurs pour mieux comprendre finalement les réalités vécues qui sont les leurs. En tout cas, beaucoup Et mieux que si on se contentait simplement des phases d'ingénierie. et dans quelle mesure ça permet-il de faire évoluer les pratiques, des acteurs de terrain ou des élus? C'est la pratique du questionnement, tout simplement. C'est la pratique du questionnement et c'est la pratique de l'aller vers. La pratique de l'aller vers, la pratique de l'écoute réciproque et puis une forme d'humilité. Hein. Derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de bienveillance, un mot un peu tarte à la crème, mais il y a quand même l'idée de se dire que tout seul, on ne sait pas grand-chose finalement et qu'ensemble, on est quand même plus intelligent. C'est pour ça que, par exemple, dans l'armée, hein, dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, ça vous le savez, hein, la DITP ne se prive pas de le rappeler à intervalles réguliers, ces approches-là sont extrêmement développées et de manière beaucoup plus ancienne finalement que dans beaucoup de pans de l'administration par ailleurs. Parce qu'on sait bien que dans la réalité de la guerre en Ukraine, on voit bien ce qui est dit sur l'armée russe, sur ce qui se passe, sur les chaînes de commandement, sur la crainte et la peur finalement de dire ce qui est pour éviter de déplaire au chef. Enfin, tout ça, tant mieux pour les alliés occidentaux, mais est de nature aussi à montrer que, oui, à plusieurs, on est quand même plus intelligent que tout seul. Et surtout quand on met les vrais problèmes et les vrais questionnements sur la table. Donc c'est ça qui fait vraiment évoluer les pratiques. Parce qu'une fois qu'on y a goûté, on a du mal à revenir en arrière. Il y avait juste une diapo, Céline, qu'on ne voit Oui. pas, qui est importante quand même à suivre, qui montrait le résultat opérationnel. C'est voilà, une action de conseil globale donc à la transition écologique. Et ce qui est important là, c'est de montrer qu'au-delà du travail mené en mode design, il y a eu une expérimentation qui a été conduite, donc il y a eu le temps de l'incubation de tout ça, par les phases dites d'ingénierie, donc ça a pris quand même une dizaine de mois, pour lancer des expérimentations donc à une échelle vraiment beaucoup plus importante. Et à partir du 1er janvier 2022, en fait, une politique nouvelle a été mise en œuvre avec 1 million d'euros à la clé. Donc, ce n'est pas totalement négligeable. C'est un outil là, qui, pour le coup, a complètement été mis en œuvre en appui des préconisations issues de la phase animée par le lab.
Donc 1 million d'euros, c'est peu à l'échelle d'un budget régional, mais c'est quand même suffisamment pour être visible. Très bien. Donc, du coup, l'exemple du contrat d'agriculture durable ne débouche pas sur un projet d'aménagement. C'est une question dans le Ah non, chat. pas du tout. Non, non, pas du tout. Là, c'est un outil d'intervention à caractère, c'est un outil de type conseil et appui finance ou appui levier. Appui levier au déblocage effectivement de solutions financières, notamment en provenance des banques. Très bien. On va passer à la dernière diapo que tu voulais nous partager, Antoine. Oui, alors là, très rapidement, juste pour vous dire que cette approche-là donc est combinée avec une approche un peu systémique au sein des services de la région qui consiste à former le plus grand nombre d'agents possible aux fondamentaux des approches design et d'innovation publique. Nous, on appelle ça les ateliers du lab. Donc, ça a permis de former à peu près 1 millier d'agents en l'espace d'un peu plus de 3 ans. Donc, c'est le double diamant, c'est l'intelligence collective, c'est les réunions réussies, c'est des modes de présentation qui permettent de convaincre. Bon, voilà, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement révolutionnaires. L'idée, c'est quand même d'avoir un peu de massification de façon à ce que ces postures-là soient le plus familières possible au quotidien pour le plus grand nombre d'agents possible, sans que ça passe nécessairement par une mobilisation des ressources du lab. Voilà. Parce qu'on ne peut évidemment pas multiplier les projets à l'envi sur tous les sujets. Et puis à la fin, je crois que j'avais mis également quelques conseils biblio et documentation, mais Tout que à tu fait. pourras peut-être renvoyer ultérieurement, où je mettais en avant quelques bouquins. Alors, un qui nous a particulièrement inspiré, nous, qui s'appelle L'Esprit Design, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Tim Brown, qui est fondateur d'une grande agence de design aux États-Unis, qui a travaillé notamment beaucoup pour les acteurs de la Silicon Valley et pour Apple en particulier, qui s'appelle IDEO, donc qui reprend un petit peu tout l'esprit. Ça va très vite, donc j'ai essayé vraiment quelques mots de traduire un petit peu l'essence là. Et puis je mettais également à l'écran, je ne le vois pas moi chez moi, mais peut-être le Non, voyez-vous. c'est normal. Ça Je vais n'arrive le pas, donc partager. un exemple finalement de livre qui tourne plutôt autour des outils de l'intelligence collective qui s'appelle Passer Mode Workshop, et puis un ouvrage de référence qui s'appelle 100 méthodes de design, qui est un peu au croisement de la facilitation et des méthodes employées par les designers. Et il est 16h59, ça va très vite. Voilà, exactement. Voilà, c'est parfait. 16h59. Merci Antoine. Je sais qu'à 17h, tu dois nous quitter. Donc, vraiment un grand merci. Avant de nous quitter, ce que je vous propose de faire, donc déjà, 1000 excuses pour ceux qui se sont retrouvés seuls en salon tout à l'heure. Je l'ai vu a posteriori. Donc voilà. Donc, normalement, l'objectif, c'est de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, voilà. Juste, par contre, ce que je vous invite à faire avant qu'on se quitte, c'est de prendre quelques secondes en fait pour vous dire de cette conférence qu'est-ce que je retiens et ou qu'est-ce que ça me donne envie de mettre en place. Je vous propose de le faire pour vous et puis de le partager via le chat pour que peut-être ça puisse nous inspirer collectivement. Donc voilà, donc déjà je merci Antoine si tu dois partir. Donc je peux Voilà. rester 2 minutes encore, là, Très mon bien, interlocuteur parfait. est encore là, donc si tu Ok, m'y très autorises, hein, bien. sinon je voulais vous laisser, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à prendre un petit temps pour vous et à nous partager ce que vous retenez de la conférence, une question que vous vous posez ou un prochain pas à mettre en place. Je vous invite à partager vos réflexions. Très bien. Déjà, je vois peut-on designer sur les services supports en interne? Oui, enfin, je ne l'ai pas développé là, mais on a aussi beaucoup travaillé autour d'enjeux de simplification sur les process et les cartographies de process, donc effectivement, ça marche très, très bien aussi. Ce n'est pas forcément aussi spectaculaire, mais ça peut vraiment présenter des résultats tout à fait intéressants. Très bien, je peux vous laisser continuer à partager. Juste par rapport aux suites, pour information, certains et certaines d'entre vous y ont participé. Donc, on a mené on a initié 5 défis en mode design de service la semaine dernière. Donc, c'est vraiment une toute première approche pour toucher du doigt et embarquer les collègues. On verra comment on donne suite. L'enjeu, c'est bien d'utiliser le design de service au service des politiques publiques, alors notamment au conseil régional, mais pas que, à travers les brigades de l'innovation publique. Par rapport aux conférences, aux 5 conférences du mois de l'innovation publique, donc elles sont enregistrées et donc elles seront mises en ligne sur le wiki des innovateurs publics ainsi que les présentations. Et donc vous pourrez vous y référer dans l'email que je vous enverrai suite à la fin du mois de l'innovation publique. Comment mieux travailler entre les directions? C'est une façon de faire en immersion
pour travailler tous ensemble. Antoine, es-tu encore là, Antoine? Est-ce que tu Oui, tout à m'entends? fait. Oui, d'accord, Tout à je ne te fait. voyais plus. Juste, bah, pour terminer, est-ce que tu peux nous partager un moment dont tu te souviens et puis un conseil pour amorcer une démarche design de service dans nos futurs projets? Un moment dont tu te souviens, Antoine, dans tout ce que tu as Oh, partagé. le lancement des contrats d'agriculture durable, parce que c'est vraiment un exemple typique, là, pour le coup, qui n'est pas si fréquent de démarches d'innovation ayant complètement abouti sur un terrain opérationnel très ambitieux, donc ça, c'était bien. Un conseil que je pourrais apporter, c'est de se dire que c'est difficile quand même de faire du design sans designer. On peut faire de l'innovation publique sans designer, on peut faire de la facilitation, mais on ne peut pas nécessairement aller au bout de la démarche au plan méthodologique. Et il y a aujourd'hui beaucoup de designers qui sont prêts à travailler en collectivité. Je crois qu'au plan national, il doit y en avoir aujourd'hui une soixantaine en poste, donc ça commence vraiment à être de plus en plus répandu. Les écoles de design elles-mêmes sont de plus en plus enclines à proposer à des collectivités qui ne comprennent pas déjà de designers, d'héberger par exemple des apprentis, donc généralement soit de niveau licence, soit de niveau master. En tout cas, il y a de plus en plus d'enthousiasme et d'appétence pour ça, donc il ne faut pas hésiter, je pense, à les contacter. L'école de design de Nantes notamment, le pôle supérieur de design de Villefontaine, sur l'Académie de Grenoble, voilà, qui sont, ou éventuellement l'ENSI à Paris. Enfin, il y a vraiment des capacités aujourd'hui de plus en plus importantes à obtenir, voilà, ce type de soutien. Et c'est quand même, voilà. Ou alors des stages, hein, si ce n'est pas le cas, hein, si ce n'est pas possible à les apprentis, mais même des stages de 3-4 mois peuvent vraiment changer la donne beaucoup plus facilement que des prestataires extérieurs qui vont arriver, mais qui n'auront pas le même impact en termes d'effet d'entraînement et d'acculturation. Très bien, merci. Écoutez, il est 17h05, on est à peu Merci près à dans vous. les Et là, temps. pour le coup, je dois vraiment vous Merci laisser. Merci. Antoine, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, soit en visio, soit en présentiel, et j'espère en présentiel. Merci. Bonne Au soirée, revoir. au revoir. Merci.